Monsieur le doyen, mesdames et messieurs les anciens étudiants, les futurs étudiants, et si vous me permettez, chers amis, investis dans l'idée européenne dont j'imagine qu'elle représente pour vous un horizon réel, soit sous forme de questionnement, soit sous forme de traces historiques, sans doute les deux. Je suis très heureux, réellement, que vous ayez commandé un printemps aussi magnifique pour m'accueillir dans votre très belle, joviale et souriante université, parce que c'est un campus tel qu'on en trouve un peu en Allemagne et surtout aux États-Unis, ou au Canada aussi, vous avez raison. Vraiment, c'est une parenthèse tranquille pour réfléchir un peu et puis ensuite pour échanger avec vous. Je suis dans une situation d'un amoureux, s'agissant de l'Europe, qui finalement attendrait le deuxième rendez-vous. Le premier a été éclatant. Je suis moi-même d'ailleurs un enfant de la guerre, ma famille d'origine andalouse, paysan andalou républicain, ils n'avaient pas beaucoup de chance de s'en sortir, mais ce n'est pas en Espagne qu'ils ont trouvé la mort, c'est en Lorraine où la reconquête du territoire, les bombardements alliés ont détruit toute ma famille de telle façon que j'ai un orgueil immense puisque Cavada, ça commence avec moi. J'ai deux enfants, lesquels prolongent les racines de cet arbre qui continue à se développer. Eux-mêmes ayant d'ailleurs, pour mon fils journaliste, on ne se refait pas, deux garçons, et pour ma fille journaliste, on ne la refait pas. Également deux enfants, un garçon et une fille, d'ailleurs un garçon qui est en train de sécher à l'heure qu'il est pour le concours de l'école normale supérieure. Et il m'a dit ce matin, tes amis d'Orléans, tu leur diras que ce sont des bourreaux. Je dis oui, mais tu verras que tu redemanderas une deuxième peine. Donc voilà un peu du point de vue d'où je vous parle, mesdames et messieurs. J'insiste surtout sur l'idée qui m'a donné probablement un cours particulier, qui est un cours au sens d'une orientation particulière, qui est celle de la guerre qui a modifié mon enfance, puisque j'ai été élevé en réalité dans l'esprit de la République par une assistance publique efficace, dans des fermes. Puis un instituteur m'a trouvé et m'a dit celui-là il faut qu'il aille au collège. Puis un professeur du collège m'a trouvé et m'a dit celui-là qu'il faut qu'il aille au lycée. Puis je suis au lycée, et d'ailleurs c'était un professeur de français très brillant et tout à fait remarquable. Il est mort il y a seulement un an. A dit ce garçon il doit aller en faculté, on va lui trouver des bourses. Et voilà, tout s'est fait comme ça. Je le dis parce que l'esprit républicain, s'il a des restes, ils sont vraiment très beaux. Et que s'il lui manque des habits, il serait temps de lui en redonner l'amplitude et même l'ampleur. On ne peut pas vivre dans une société avec des frontières artificielles et déplaisantes tracées dans le communautarisme qui est un ciment qui glacifie un peu l'avenir de la société. Et c'est un peu dans ce mélange d'observations que je vais vous parler du grand destin des Européens et du premier rendez-vous amoureux. Ce premier rendez-vous amoureux, naturellement j'étais trop jeune pour le comprendre, a eu lieu dans un élan vraiment très intéressant à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez, quelques pensées pendant la Deuxième Guerre mondiale et même un petit peu avant, mais mises en place surtout à partir de l'année 1950. Et je voudrais non pas vous faire un cours d'histoire, il y a des plus qualifiés que moi ici pour le faire, mais je dirais faire un cours d'enthousiasme historique. Qu'est-ce que ces gens ont voulu faire? D'abord, ils ont voulu éteindre quelque chose d'épouvantable, 3 guerres en 70 ans, entre 1870 et 1939. Et puis ils ont voulu créer, en renversant la table des mentalités, quelque chose de tout à fait unique, qui tient presque du miracle, si les hommes sont capables d'en produire en tout cas, et qui est la chose suivante. Avec ce qui avait fait l'objet de la guerre, nous allons imposer implacablement le sujet de la paix. Et pourquoi ont-ils fait cela ? Parce qu'ils voulaient que l'on restaure la civilisation des pays de l'Europe telle que cette civilisation les avait nourris de décennie en décennie, de siècle en siècle, mais qui avait eu une fracture épouvantable, déjà dans la Première Guerre mondiale avec cette boucherie que vous connaissez et qu'on connaît bien mieux maintenant, mais surtout dans la Deuxième Guerre mondiale où on a inventé quelque chose de terrible et qui est d'ailleurs... qui ne peut que donner des frissons sur nous-mêmes, c'est l'homme européen détruisant l'homme européen. Ce n'est pas une invasion de martiens, ce sont des Européens
qui ont exterminé massivement, industriellement, des Européens. Et nous touchions là, comme l'a écrit Hannah Arendt d'ailleurs, le fond du désespoir suicidaire humain qui régnait en Europe, un peu d'ailleurs à cause de la Première Guerre mondiale, qui avait cassé les familles, cassé les hommes, mis les femmes encore un peu plus à la peine parce qu'elles tenaient l'économie des pays, notamment Allemagne et France, mais surtout qui avait montré au grand public des horreurs dont personne n'avait idée, en les aggravant lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est une fracture terrible dans le continent de civilisation que nous avons, de telle sorte que je dis toujours, notamment aux jeunes gens, dans les facs, les universités, enfin les endroits où nous allons pour travailler et échanger. Là, l'Europe est un continent ardent de culture. Il n'y a pas dans votre cœur et dans votre tête, dans votre sensibilité, dans le panier dans lequel vous vous nourrissez intellectuellement, il n'y a pas un nom étranger qui ne vous échappe. Il y a beaucoup de noms non français qui font partie de cette culture comme s'ils étaient de chez vous. Il y a en Allemagne beaucoup de noms français qui font partie de leur culture comme si les Français étaient de chez eux, et d'ailleurs ils sont de chez eux. Mais cette civilisation européenne a eu cette rupture terrible, et ça va vite, n'est-ce pas, amenée par le chômage de masse, les dévaluations en masse, amené aussi par cet esprit défaitiste d'un côté et revanchard de l'autre, à cause des accords de la fin de la guerre de 14 et 18, et qui allait destiner la civilisation européenne à être détruite et menacée pour l'avenir par des bourreaux dont on se demande où ils avaient pu être formés, parce que la sauvagerie humaine, même la nôtre, européen, est sans limite. L'Europe est un continent ardent de culture et un continent de sauvagerie presque aussi ardent. Il faut le savoir, c'est le destin des femmes et des hommes. Et vous savez bien que seules les civilisations, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire la maîtrise du savoir, cette capacité que forment les écoles, les familles et beaucoup d'autres moyens maintenant, à tirer d'une information, d'un enseignement, une propre leçon de conduite pour soi-même ou les racines de son comportement. C'est ça, la civilisation. Et on voit bien que lorsqu'elle est interrompue, nous sommes promis à la plus grande bestialité. Ça, c'est l'Europe. Qu'est-ce qu'ont voulu faire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale? Les fondateurs de l'Europe, qu'on regarde aujourd'hui avec une sorte d'ironie, condescendance et, je dirais, le mépris qu'on peut avoir parfois pour les photos sépia, mais il ne s'agit pas de hier, car ce qui s'est passé hier est éternel. Notre appétit de culture, comme notre capacité de sauvagerie, c'est éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens ont voulu rétablir ce qui avait fait la valeur et la force de la civilisation des Européens, en maîtrisant la paix par le fait d'imposer la prospérité. Et ils ont choisi, de façon presque plus fine encore, ce qui avait été le motif des guerres mondiales, en tout cas des deux dernières, c'est-à-dire l'énergie, le charbon, l'acier, les plaines agricoles de l'Alsace et du Bade-Wurtemberg et y compris vers Hambourg, oui, en tout cas vers la mer du Nord, vers Amsterdam, Rotterdam, avec la Moselle, avec le textile, avec les capacités de maîtriser géopolitiquement toute une région si on maîtrise le fleuve, d'où le fait que un pays s'étend sur la rive droite, puis sur la rive gauche, puis sur la rive droite, puis sur la rive gauche, etc. Tout ça en main, et ils nous ont dit, sans le dire, ce qui a fait l'objet des guerres va faire l'objet d'une paix durable, parce que nous avons besoin de la paix pour redevenir nous-mêmes. Et si je vous dis ceci, ce n'est pas par esprit de prêche, c'est parce que je veux que l'on considère l'Europe comme un projet humain et pas seulement un projet économique, pas seulement un projet technique, même pas seulement un projet géopolitique, même pas seulement, pourtant nous en avons besoin, un projet de défense et de sécurité commune, mais la finalité de tout cela, être nous-mêmes tels que dans les meilleurs moments de la civilisation des pays européens nous fûmes. C'est ça le projet européen, et c'est ça qu'il faut montrer du doigt, parce que c'est encore valable aujourd'hui presque plus que jamais. Au moment où un peu partout se dessinent des communautarismes, au moment où l'équilibre de la paix est menacé par une agression à l'Est et par des agressions au sud de la Méditerranée, au moment où les questions mal résolues de l'intégration
de civilisation dont nous avions besoin des bras et de la main-d'œuvre, on en sait quelque chose ici, y compris à la source. On rejoint la France parce que nous avions besoin d'eux pour faire tourner notre économie, nous n'avons pas su faire tourner leur culture et par conséquent nous avons mutilé une partie de ces gens qui aujourd'hui ressurgissent d'une manière ou d'une autre. C'est ça la nature humaine, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Eh bien, ce que je vous dis du redressement de la civilisation européenne par la paix imposée à travers l'économie, c'est le destin que nous avons devant nous. Je vous passe sous silence les différentes étapes. 1957, le marché commun, les élargissements de 6 à 9, de 9 à 12, de 12 à 15, de 15 à 25, puis de 25 à 28, tout ça couvrant quasiment 40 ans, pour arriver à la période où nous sommes. La période où nous sommes est caractérisée par de très grands progrès européens qui touchent essentiellement à l'économie, qui touchent essentiellement à la libre circulation des Européens à l'intérieur de leur propre espace, en tout cas même s'il est un peu réduit. Je fais allusion aux pays membres de l'espace Schengen, qui n'inclut pas tous les pays membres de l'Union, mais qui en inclut une bonne partie. Mais surtout, l'Europe a apporté quelque chose qui est si délicieux et si, comment dirais-je, conforme à ce que nous avons de tout temps souhaité, que c'est à peine si on ose en parler. Je parle de la Charte des droits fondamentaux. Je me permets d'arrêter un instant sur ceci, parce que la Charte des droits fondamentaux, c'est ce que les Européens ont fait de mieux en matière de respect de leurs propres semblables et même de ceux qui ne leur ressemblaient pas. C'est un instrument qui garantit la lutte pour les libertés. Y a-t-il dans cette salle quelqu'un qui voudrait perdre sa liberté de penser politique ou de ne pas penser politique, de ne pas avoir d'opinion? La liberté de se syndiquer ou de ne pas se syndiquer. En France, c'est d'ailleurs la liberté de ne pas se syndiquer, puisque 10 à 12% dans les métiers de la fonction publique, et 5 à 6% dans les métiers du privé. On voit bien qu'il y a là un parti des abstentionnistes qui nuit énormément au dialogue social français, même si l'État jacobin n'est pas le meilleur allié de ce dialogue social, hélas. Mais si nous allons encore un peu plus loin, la Charte des droits fondamentaux, c'est ce qui garantit le fait qu'on ne brûle pas des livres, le fait que l'on considère à égalité de regard et de soi-même celui qui a la peau blanche, celui qui a la peau brune, celui qui a la peau verte, celui qui a la peau noire, celui qui a... bref, tous les autres. Celui qui est discriminé souvent parce que le handicap... Je vous demande pardon, monsieur, mais vous êtes sans doute très bien placé, mieux que moi, pour en parler. Enfin, la personne que je vois là dans l'ombre, et que je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, d'ailleurs. C'est un monsieur? Non, je ne vous vois pas parce que vous êtes dans... Voilà, merci, monsieur. Merci. Celui qui a une vie sexuelle hétéro ou homo ou rien, la charte garantit tout ça. Bref. Ce que nous avons réussi de mieux, c'est de développer cette idée du bien vivre ensemble. Et ce bien vivre ensemble, il est vraiment très intéressant. Parce que aussi différents que soient les Européens, du point de vue des langues, du point de vue de leur origine culturelle, les Slaves n'étant pas les mêmes que les Germaniques, n'étant pas les mêmes que les gens du nord de l'Europe, n'étant pas les mêmes que les Espagnols, encore moins que les Portugais, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les Irlandais, et qui pourtant, aujourd'hui, où que vous soyez en Europe, aspire à vivre exactement comme vous vivez. Gagner sa vie, avoir un toit, assurer un avenir plus brillant pour ses enfants que celui que nous avons eu nous-mêmes, si possible, ce qui n'est pas le cas toujours. Et puis, si vous regardez les jeunes générations, habillées presque de la même manière, écoutant la même musique ou presque, voyant les mêmes films sans doute, et voyageant librement comme des rossignols dans un jardin sans qu'il n'y ait plus de frontières, sans qu'il n'y ait plus de change de monnaie, sans qu'il n'y ait plus aucune forme de discrimination, et comme le dit l'auberge espagnole, descendant à Madrid ou à Barcelone pour rencontrer une Suédoise qui elle-même venait de quitter un Américain qui faisait des études à Malaga. Enfin, un merveilleux mélange qui devrait nous rendre meilleurs que nous-mêmes. C'est ça le but de l'Europe. Toujours s'éloigner de la tentation, de la bestialité qui nous a ravagés pour devenir meilleurs que nous-mêmes. Mais l'Europe est au milieu du gué. Elle l'est parce qu'économiquement, elle est essoufflée. La crise financière de 2008 aux États-Unis qui est arrivée en 2009 en Europe a montré
les limites de notre puissance économique, parce que nous avons découvert que notre activité économique dans beaucoup de domaines avait vieilli, parce qu'on a découvert, monsieur le doyen, avec beaucoup de tristesse, que nos pays avaient laissé vieillir et surtout avaient cessé de financer au niveau où nous l'exigions, au niveau où la compétition internationale l'exigeait, la recherche scientifique. Regardez, pour parler de notre pays, c'est une misère. Nous vivons dans un monde qui est tout numérique. Nous vivons dans un monde où les grandes compagnies internationales qui font des bénéfices, mais goinfrés, qui d'ailleurs ne payent pas leurs impôts là où sont leurs consommateurs, il va bien falloir qu'on y mette un terme, qui sont irresponsables éditorialement sur ce qu'ils mettent sur leur réseau. La pédophilie n'a-t-elle pas droit de séjour? La propagande djihadiste, pour ne parler que de celle-là, n'a-t-elle pas droit de séjour sur les réseaux? Il va bien falloir mettre un terme. Et j'approuve beaucoup ce que fait actuellement M. Cazeneuve. Et je lui ai dit, je veux m'associer à ton affaire, moi, pour la responsabilité éditoriale. Il faut que tu dises au Facebook et autres que c'est vraiment nécessaire de responsabiliser ces réseaux. Je ferme la parenthèse. Nous sommes dans un continent où le tout numérique est très important. Il n'y a pas de grande industrie numérique sur le continent européen. Le dernier, c'est Nokia, c'est vendu, c'est parti ailleurs. Comment se fait-il? Si je regarde mon pays, la France, c'est un des grands, probablement un des meilleurs au monde en matière de mathématiques. Je crois qu'il y a 12 ou 13 prix Nobel de mathématiques qui n'existent pas, ça s'appelle la médaille Fields dans notre pays, alors que le numérique demande des mathématiciens fabriquant des algorithmes, des systèmes, et bref, nous avons la matière humaine pour devenir de puissants industriels du numérique, mais nous n'avons pas les plateformes, nous ne sommes pas lancés et nous ne sommes pas intéressés quand le web a commencé vraiment à bafouiller dans les années 80, et un peu sous la pression des ingénieurs du Minitel, on a laissé passer l'affaire, et tout ça a beaucoup vieilli. Bref, notre continent, dans beaucoup de domaines, a vieilli alors qu'il a des chercheurs, lesquels s'en vont, parce que les plateformes ne sont pas suffisantes, parce que l'organisation de la recherche, enfin, je ne vais pas parler des spécialistes de ces choses, mais on voit bien que nous avons laissé la rouille s'installer dans les tuyaux, corrodés. Nous sommes corrodés. Et ce vieillissement-là nous pose un vrai problème. Parce que dans la compétition mondiale, nous devons réagir maintenant avec une certaine brutalité. Depuis l'an dernier, vous me l'avez demandé, cher président, tu me l'as demandé, mon cher Yves. Où es-tu caché d'ailleurs? Ah oui, là, pas caché. Tu me l'as demandé. Depuis l'an dernier, vous avez pris un atout assez décisif sur les institutions culturelles, les institutions européennes, puisque vous savez bien que pour les élections européennes, selon le parti que vous choisissiez, vous connaissiez le leader. C'est le Parti socialiste qui était en tête. Alors, s'il avait été en tête, vous auriez eu Martin Schulz comme président de la Commission européenne. Ça me convenait d'ailleurs très bien, on s'entend merveilleusement bien depuis de longues années. Ce sont les conservateurs qui ont gagné. C'est M. Juncker, ça me convient très bien parce que c'est un très bon Européen et ce n'est pas du tout le réac que quelques pauvres plumitifs de presse française, pardon mes chers anciens collègues, ont voulu décrire. C'est l'homme qui a introduit le mariage homosexuel au Luxembourg. Il faut le faire. Je vous garantis qu'il faut le faire. Donc c'est un type ouvert. Et là, c'est un fédéraliste. Il a compris la leçon que l'Europe, si elle n'avait pas un gouvernement intégré d'un certain nombre de ses fonctions, eh bien naturellement ne pourrait pas avancer. Et nous sommes aujourd'hui, chers amis, au milieu du gué. Au milieu du gué entre le projet que je vous ai décrit, qui a réussi en tour de force, instaurer, imposer, et je dirais même sédimenter la paix à travers des actions économiques fortes. Mais maintenant, la mondialisation appelle un sursaut beaucoup plus important. Et nous sommes au milieu du gué. Du point de vue économique, déjà, c'est l'objet du plan Juncker. Le plan Juncker, c'est une machine assez simple. Il aspire à faire reculer le chômage, qui est une des sources des anti-européens, des extrémistes de droite et un peu de gauche d'ailleurs aussi, d'extrême gauche, mais que nous voyons un peu partout se soulever en Europe, voire Syriza ou Podemos en Grèce ou en Espagne. Podemos, on verra ce que ça va donner, c'est pas forcément ce qu'on en dit, ça peut être. Et de toute façon, Syriza, j'espère ne pas vous choquer, ils ont apporté quelque chose de bien en Europe. Ils ont obligé, par l'élection souveraine du peuple grec, à se poser la question de la croissance pour payer ses dettes. Et c'est une bonne question.
Je suis désolé de le dire, j'ai applaudi à ça parce que vraiment ça suffit. On ne peut pas, l'austérité est nécessaire. Les gens qui se sont endettés, ce n'est pas l'Europe qui les a endettés, c'est eux-mêmes. C'est leur bêtise, c'est leur façon de gérer les finances publiques comme nous-mêmes Français. Donc, je ne peux pas donner de leçon de morale. 2000 milliards d'euros d'emprunts sur les marchés internationaux, vous n'êtes plus souverain chez vous. Demain matin, un Georges Soros quelconque veut se taper, vous me passerez l'expression vulgaire, les finances françaises, et il y va, il canonne. Pour l'instant, ce n'est pas possible parce que nous sommes tellement bien arrimés à l'euro, c'est-à-dire solidifiés par le marque en réalité, que ceux qui décrient l'euro feraient bien de ne pas assassiner le futur. Si nous décrochions de l'euro, ce serait terrible. Une ou deux dévaluations, 30% bas mot, et le lendemain matin, nous sommes canardés par les spéculateurs qui feraient une affaire formidable, comme M. Soros il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, lorsqu'il a canardé la livre britannique. Par conséquent, je ne veux pas de ça, parce que ce serait, par ailleurs, quelque chose de dramatique pour l'équilibre démocratique du pays, parce que devant la violence sociale, évidemment, une autre violence s'en saisirait. Mais, en réalité, c'est aux pays membres de l'Union de faire les réformes nécessaires à la redynamisation de l'économie. C'est absolument important. Mais Juncker apporte quelque chose de très intéressant, un peu comme le cloud en informatique où les bases, où on va classer les données, si je puis dire, où on les stocke. Hein. Eh bien, lui, il veut donner un grand coup d'oxygène à l'économie européenne. Encore une fois, il ne possède pas d'usine d'automobiles, de bâtiments de l'Europe, non. L'Europe doit créer, et ne peut guère que créer un climat favorable au développement des économies nationales. En faisant quoi? En faisant un plan qui repose d'une façon assez simple sur deux principes. Premièrement, pour faire reculer le chômage, il faut restructurer ou réorganiser, et en tout cas réencourager, rénover, rajeunir l'économie européenne, industrie ou services inclus. Comment? En créant un instrument financier qui leur donne des capacités de souffle. Cet instrument financier, ça s'appelle le plan Juncker. Il est composé de la manière suivante, financièrement, une trentaine de milliards d'euros fournis par les États et un peu par les institutions financières de l'Europe, qui est donc de l'argent public, qui viennent soit des États, soit de la BEI, hein, pour parler clairement. Et puis, ces 30 milliards d'euros, c'est comme une sorte de pompe à vélo. C'est-à-dire, vous en mettez un petit peu et le pneu gonfle. Le pneu, il sera composé de quoi? 30 milliards d'euros doit appeler 300 milliards d'investissements privés. 30 milliards publics doit appeler 300 milliards d'investissements privés. Pour que les investissements privés viennent, il faut que nous soyons attractifs. De deux manières. D'abord, une stabilité juridique. Il ne faut pas que ça change tous les matins. Pour les entrepreneurs et les investisseurs, ils ne haïssent rien tel que le changement. Mais vous le savez. Deuxièmement, que les grands projets aient une rentabilité. Troisièmement, qu'ils soient structurants, notamment pour engager beaucoup de monde et donc résorber un minimum le chômage. Et aider à redémarrer la machine économique un peu essoufflée en Europe, même si l'on vous dit en ce moment qu'elle va un peu mieux, que la croissance revient, mais enfin, on n'en est pas à 7% de croissance, hein. On en est à 1, quelque chose, 2 parfois, allez, 3 dans les meilleurs cas. Bref, nous avons du retard, nous sommes vieillis, nous avons de la carie, il faut maintenant remettre tout ça en pleine forme et en pleine jeunesse, en rénovant. Et donc ce plan, il fait ça. De quoi a-t-il besoin par ailleurs, hors de la finance que je viens de vous décrire? Il a besoin de vrais grands projets structurants. Or, ces projets actuellement, me disent les gens de la BEI, font un peu défaut. Nous n'étions pas prêts, nous ne formions plus de grands projets. C'est assez intéressant, ça. Parce que ça veut dire que nous nous étions quand même un peu repliés à l'intérieur des frontières nationales, qu'on le veuille ou non. Et on voit bien que c'est l'atmosphère ambiante, que c'est la tendance, hein, actuellement. Et naturellement, c'est désastreux, ça. Il ne faut pas laisser faire ça, ni vous qui êtes titulaire du suffrage, ni les dirigeants qui sont titulaires du pouvoir et à qui vous allez mettre, je l'espère, une épée vigilante dans les reins afin qu'ils se redressent comme des Européens et ne se couchent pas comme des couards, un œil de velours sur le sondage le matin et l'autre le soir sur la caméra du 20h. Tout ça suffit. Sinon, notre pays ira dans un mur violent. Et au fond, je vous conclurai par ça tout à l'heure, vous détenez un pouvoir beaucoup plus important que vous ne le pensez. Alors, le plan Juncker, c'est ça. Des projets structurants et des moyens de financement. Quels pourraient être les projets, dans quel domaine les projets structurants? Bon, à l'évidence, les infrastructures, essentiellement fluviales, peut-être ferroviaires, et puis peut-être terminer les axes d'infrastructures autoroutiers d'est en ouest, les axes horizontaux, parce que le nord-sud marche bien,
l'Est-Ouest est encore mal équipé. Et ce n'est pas bon pour les échanges commerciaux, bien évidemment. Mais il y a aussi et surtout la transition énergétique qui offre des espoirs à beaucoup de domaines industriels dans lesquels nous sommes bons d'ailleurs, nous, Européens en général, les Français en particulier. On a des choses à dire, à faire, on a des start-up, on a de l'invention, on a de la capacité. Donc dans la transition énergétique, il y aura de l'argent qui va arriver pour ces industries. Il y a le tout numérique. Juncker veut faire le grand marché numérique, c'est-à-dire faire en sorte que tous les échanges numériques en Europe soient alignés plus ou moins sur des lois, des droits, des achats régulés par une règle commune. C'est l'objet de la grande négociation qui commence. Tu faisais allusion tout à l'heure, ou vous-même, cher président et ami, au groupe de travail droit d'auteur. C'est tout l'objet de la grande bataille qui va se dérouler en Europe pendant 2 ans. Je vous en dis un mot tout à l'heure. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres activités de projets structurants. Par exemple, est-ce que oui ou non, le grand tunnel Lyon-Turin va rentrer dans l'axe de financement du grand projet du plan Juncker ou pas? Bon, il est déjà assez largement financé, mais peut-être pourrait-il l'être encore un peu mieux, je ne sais pas trop. En ce moment, les dossiers sont un petit peu examinés. Voilà ce que c'est que le plan Juncker. Il faudrait évidemment que tout ça aille vite, parce qu'il y a déjà 1 an que la Commission est en place depuis les dernières élections européennes. Et il faut encore 1 an et demi, 2 ans maximum pour mettre tout ça en place et qu'on voit les résultats. Donc il faut aller vite, c'est vite passé 5 ans. Pourquoi est-ce que c'est très urgent, absolument central dans l'avenir de l'Europe? Pour 2 types de raisons. Premièrement, faire reculer le chômage sera faire reculer les anti-européens, les nationalistes de tout poil qui fleurissent en Europe, et ce n'est pas nous qui avons envoyé le meilleur contingent de ces gens-là au Parlement européen, qui allons donner des leçons aux autres, hein, hélas. Et deuxièmement, pour essayer aussi d'atteindre quelque chose auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, restabiliser le fonctionnement de l'économie européenne, y introduire une organisation sociale qui manque cruellement, parce que qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est de l'argent pour investir, et c'est du travail, de la tête ou les bras, pour fabriquer, produire, imaginer, organiser. Et nous n'avons pratiquement rien en matière d'organisation sociale qui soit cohérent d'un pays à l'autre, et il faut se mettre à rapprocher les systèmes de protection, l'organisation du contrat social. Il faut faire en sorte que le chômage trouve une rémunération pour fabriquer, pour éviter que les gens qui soient pauvres tombent au chômage et dans la misère absolue. Ce n'est pas la peine de rajouter des pauvres au chômage, ils sont déjà pauvres. Bref, tout ceci n'a pas été fini, n'a pas été pensé, le moment est venu de le faire, et ça ne peut passer que par un succès du plan Juncker, car s'il échoue, alors je pense que c'est l'équilibre démocratique du continent qui va être atteint, et notamment à cause d'un certain nombre de pays, dont la France, car naturellement, les anti-européens, ceux qui sont contre l'Europe, ceux qui sont allés se faire élire pour la détruire, et d'ailleurs se faire payer par l'institution qu'ils veulent détruire. La seule consolation que je puisse trouver, je disais tout à l'heure, c'est que peut-être comme ils sont payés par cette institution, ils prendront leur temps, mais quand même, je veux dire, c'est quelque chose d'absolument ignoble moralement de voir ça, me semble. Moi, si je suis contre la Ligue des pêcheurs, je ne vais pas aller faire leur communication, hein, me faire payer par eux, ou je ne sais pas quoi, vous voyez. Il y a des irrationalités très dangereuses qui sont entrées dans ce système. Alors, je pense qu'il faut souhaiter que ce plan marche, qu'il fonctionne, parce que sinon, c'est non seulement l'économie, donc le chômage, qui va souffrir et qui va s'aggraver, mais c'est surtout la prise en main par des doctrines négatives et dangereuses des pouvoirs qui constituent l'Union. Alors, vous avez entendu, je parlais tout à l'heure de ces détracteurs que je ne confonds pas avec les sceptiques. Les sceptiques sont des gens qui doutent. Les anti-européens, ça fait longtemps qu'ils ne doutent plus. Ils l'ont dit, ont tout dit d'ailleurs. Nous sommes contre l'Europe, nous voulons la détruire. Ils le disent toutes les semaines au Parlement européen. Nous voulons reprendre des pouvoirs, ramener des pouvoirs à l'intérieur des pays. Mais ceci, quand même, est un avertissement qui mérite aussi d'être écouté parce qu'enfin, on voit bien que la situation est si grave, si dangereuse, que le moment est venu que l'Europe s'occupe de l'essentiel et confie aux États le soin de s'occuper de ce qu'on pourrait appeler le secondaire ou l'accessoire ou le subsidiaire, comme l'indiquent d'ailleurs les traités. Je réclame une politique régalienne et qui se tiendrait à ces fonctions régaliennes. Sécurité et défense, à l'intérieur de l'Union, à l'extérieur de nos frontières immédiates. Politique d'immigration commune. Nous n'avons toujours pas eu la franchise
de débattre d'une politique d'immigration européenne dans les nations qui peuplent, les pays qui peuplent l'Europe, de telle sorte que les anti-européens font un commerce de cette peur et que ceux qui sont exposés, notamment au sud, en Méditerranée, sont malheureux et s'écroulent sous le flot des gens qui arrivent alors que l'Europe n'aide pas beaucoup. Nous avons su faire en 1975, l'ONU, des camps de réfugiés pour les malheureux qui devaient fuir le Cambodge sous la pression des communistes qui venaient prendre le pouvoir et exécuter tout ce qui n'était pas communiste, et puis du Vietnam. On les a soignés, on les a nourris, on les a habillés, puis petit à petit on les a répartis à travers le monde. Il n'y a plus de camps, on n'en entend plus parler. Ça s'est bien passé. Nous ne savons pas faire ça au sud, sur la rive nord de la Méditerranée. Ce serait notre devoir de le faire. Si l'Europe n'est pas capable de comprendre ce que c'est que le droit d'asile, elle qui a jeté sur les routes des millions de personnes, alors nous n'avons rien retenu des leçons du passé. Nous sommes aveugles et nous ne méritons pas la prospérité et peut-être même la paix. La méritons-nous. La paix, ça se construit par le savoir, la connaissance et la bonne volonté, c'est-à-dire, bonne ou mauvaise, la volonté, faire les choses. Voilà les risques que nous pouvons encourir, et donc vous ne serez pas surpris que je vous demande une chose, mesdames, messieurs, enfin, mêlez-vous tous de ce qui vous regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le suffrage européen est votre affaire, comme le suffrage départemental, communal, législatif ou présidentiel. Vous ne pouvez pas laisser autour de vous s'égayer, empêchera la ligne les gens qui sont appelés aux urnes, parce que dans ce cas-là, vous confiez à des incendiaires de la construction européenne un pouvoir négatif dont ils se serviront. Mesdames, Messieurs, il faut que vous nous aidiez. Et si je suis venu ici, c'est aussi pour vous vendre quelque chose. Et vous vendre ceci. Le mouvement européen est animé par des bénévoles. C'est du temps, c'est de l'argent. M. Clément se déplace ici ou là, vous aussi sans doute. Quand il remplit une mission pour le mouvement européen, il paye son hôtel, il paye sa voiture, je fais de même, etc. Mais ce n'est pas parce nous avons une grande âme. C'est parce que, un, nous y croyons, et deux, nous croyons que nous ne sommes pas seuls. Et nous avons besoin à ce moment de grandes difficultés de l'Union que vous rejoigniez par une cohorte populaire tel ou tel mouvement qui milite pour, que vous participiez au débat, que vous fassiez le prosélytisme de l'Europe. Elle n'est pas parfaite, mais tout le reste est pire, comme aurait dit Churchill, à propos de la démocratie. J'ai besoin des bras, des cœurs et des cerveaux militants au mouvement européen, parce que je ne vais pas faire d'autres. Je parle de ce dont nous nous occupons. C'est votre affaire, il faut que vous la saisissiez. Si à la prochaine élection, et entre les deux élections même, maintenant, les pouvoirs publics n'en sentent pas derrière eux, ne lisent pas dans la presse, par des débats durs, forts, que vous réclamez une construction européenne sécurisante avec l'exercice de pouvoir régalien, défense, immigration, économie, monnaie, notamment, et un ou deux autres pays, notamment transition énergétique, ils ne le feront pas. Il faut qu'une rumeur forte et très inspirée, pour ne pas dire vaguement menaçante, leur fasse entendre que s'ils ne conduisent pas les territoires et la nation vers l'Europe, vous leur enlèverez votre confiance. Qu'ils soient à droite, qu'ils soient à gauche, qu'ils soient au centre, pourvu qu'ils fussent républicains, tout est bon. Et franchement, ceci est quelque chose de fondamental. L'Europe est en train de perdre son âme parce qu'elle ne voit plus la vôtre, la nôtre, nous, pas vous ici, hein, la vôtre, le peuple français. Un pays qui a plus de 50% d'abstention au scrutin européen est un pays qui tourne le dos à l'aventure européenne qui nous a tellement, tellement fait progresser, non seulement économiquement, mais aussi en termes de civilisation, pour que nous fussions devenus meilleurs que nous-mêmes. Quand j'étais enfant dans une ferme vosgienne, je n'ai jamais entendu parler des Allemands comme des Allemands. On disait les Boches. Maintenant, il n'y en a plus un qui dirait ça. Nous sommes devenus meilleurs que nous-mêmes, mesdames, messieurs. Et c'est ça l'intérêt du projet européen. Et je vous remercie de m'avoir écouté.